Samarcande d'Amin Malouf, un de mes livres préférés. Et je vais lire un petit passage, le début, pour ceux qui voudraient l'entendre. C'est intéressant. La première page, c'est « À mon père ». Et maintenant, promène ton regard sur Samarcande. N'est-elle pas reine de la terre, fière au-dessus de toutes les villes et dans ses mains leur destinée. Edgar Allan Poe. Ensuite, au fond de l'Atlantique, il y a un livre. C'est son histoire que je vais raconter. Peut-être en connaissez-vous le dénouement. Les journaux l'ont rapporté à l'époque. Certains ouvrages l'ont consigné depuis, lorsque le Titanic a sombré, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, au large de Terre-Neuve. La plus prestigieuse des victimes était un livre, exemplaire unique des Robayat d'Omar Khayyam, sage persan, poète, astronome. De ce naufrage, je parlerai peu. D'autres que moi ont pesé le malheur en dollars. D'autres que moi ont dûment recensé cadavres et ultimes paroles. 6 ans après, seul m'obsède encore cet être de chair et d'encre dont je fus à un moment l'indigne dépositaire. N'est-ce pas moi, Benjamin O. le sage, qui l'ai arraché à son Asie natale? N'est-ce pas dans mes bagages qu'il s'est embarqué sur le Titanic? Et son parcours millénaire qui l'a interrompu, sinon l'arrogance de mon siècle. Depuis, le monde s'est couvert de sang et d'ombre, et chaque jour davantage, et à moi, la vie n'a plus souri. J'ai dû m'écarter des hommes pour n'écouter que les voix du souvenir et caresser un naïf espoir, une vision insistante. Demain, on le retrouvera. Protégé par son coffret en or, il émergera intact des opacités marines, et son destin enrichi d'une odyssée nouvelle. Des doigts pourront l'effleurer, l'ouvrir, s'y engouffrer. Des yeux captifs suivront de marge en marge la chronique de son aventure. Ils découvriront le poète, ses premiers vers, ses premières ivresses et ses premières frayeurs. Et la secte des assassins. Puis ils s'arrêteront incrédules devant une peinture couleur de sable et d'émeraude. Elle ne porte ni date ni signature, rien que ces mots, fervents ou désabusés. Samarcande, la plus belle face que la terre ait jamais tournée vers le soleil. Livre premier. Poète et amant. Quel homme n'a jamais transgressé ta loi, dit. Une vie sans péché, quel goût a-t-elle, dit. Et si tu punis le mal que j'ai fait par le mal, quelle est la différence entre toi et moi, dit Omar Khayyam. Parfois, à Samarcande, au soir d'une journée lente et morne, des citadins désœuvrés viennent rôder dans l'impasse des 2 tavernes, près du marché aux poivres, non pour goûter au vin musqué de Sogidian, mais pour épier aller et venue ou prendre à partie quelques buveurs éméchés. L'homme est alors traîné dans la poussière, arrosé d'insultes, voué à un enfer dont le feu lui rappellera jusqu'à la fin des siècles le rougeoiement du vin tentateur. C'est d'un tel incident que va naître le manuscrit des Robayat en l'été 1072. Omar Khayyam a 24 ans. Il est depuis peu à Samarcande. Se rend-il à la taverne ce soir-là? Ou est-ce le hasard des flâneries qui le porte? Ferait plaisir d'arpenter une ville inconnue, les yeux ouverts aux 1000 touches de la journée finissante. Rue du champ de rhubarbe. Un garçonnet d'étale, pieds nus sur les larges pavés, serrant contre son cou une pomme volée à quelques étalages. Bazar des drapiers, à l'intérieur d'une échoppe surélevée, une partie de narde se dispute encore à la lumière d'une lampe à l'huile, 2 des jetés, un juron, un rire étouffé, arcade des cordillers, un muletier s'arrête près d'une fontaine, laisse couler l'eau fraîche dans le creux de ses paumes jointes, puis se penche.
lèvres tendues, comme pour baiser le front d'un enfant endormi, désaltéré. Il passe ses paumes mouillées sur son visage, marmonne un remerciement et ramasse une pastèque évidée. La remplit d'eau, la porte à sa bête afin qu'elle puisse boire à son tour. Place des marchands de fumée, une femme enceinte aborde Hyman. Voile retroussé, elle a 15 ans, à peine. Sans un mot, sans un sourire sur ses lèvres ingénues, elle lui dérobe des mains une pincée d'amandes grillées qu'il venait d'acheter. Le promeneur ne s'en étonne pas, c'est une croyance ancienne, à Samarcande. Lorsqu'une future mère rencontre dans la rue un étranger qui lui plaît, elle doit oser partager sa nourriture. Ainsi, l'enfant sera aussi beau que lui, avec la même silhouette élancée, les mêmes traits nobles et réguliers. Omar s'attarde à mâcher fièrement les amandes restantes en regardant s'éloigner l'inconnu. Quand une clameur parvint jusqu'à lui, l'incite à se hâter. Bientôt, il se retrouve au milieu d'une foule déchaînée. Un vieillard aux longs membres squelettiques est déjà à terre, tête nue, cheveux blancs épars sur un crâne tanné. De rage, de frayeur, ses cris ne sont plus qu'un sanglot prolongé, et ses yeux supplient le nouveau venu. Autour du malheureux, une vingtaine d'individus, barbe brandie, gourdin vengeur et, à distance, un cercle de spectateurs réjouis. L'un d'eux, constatant la mine scandalisée de Hyman, lui lance du ton le plus rassurant. Ce n'est rien, ce n'est que Jaber le Long. Omar sursaute, un frisson de honte lui traverse la gorge et il murmure « Jaber, le compagnon d'Abou Ali ?» Un surnom des plus communs. Abou Ali, mais lorsqu'un lettré à Bukhara, à Cordoue, à Balkh ou à Bagdad le mentionne ainsi sur un ton de familière déférence, aucune confusion n'est possible sur le personnage. Il s'agit d'Abou Ali ibn Sina, célèbre en Occident sous le nom d'Avicenne. Omar ne l'a pas connu. Il est né 11 ans après sa mort, mais il le vénère comme le maître indisputé de sa génération, le détenteur de toutes les sciences, l'apôtre de la raison. Hyman, à nouveau, murmure. Jaber, le disciple préféré d'Abou Ali, car il s'aperçoit pour la première fois, il n'ignore rien de son destin affligeant et exemplaire. Avicenne voyait en lui le continuateur de sa médecine, comme de sa métaphysique. Il admirait la puissance de ses arguments. Il lui reprochait seulement de professer trop haut et trop brutalement ses idées. Ce défaut avait valu à Jaber plusieurs séjours en prison et 3 flagellations publiques, la dernière sur la grande place de Samarcande, 150 coups de nerfs de bœuf en présence de tous ses proches. Il ne s'était jamais remis de cette humiliation. À quel moment avait-il basculé de la témérité dans la démence? Sans doute à la mort de sa femme. On le vit désormais errer en haillons, titubant, braillant d'impies insanités. À ses trousses, des meutes de gamins en rire, tapaient des mains, lui jetaient des pierres pointues qui le blessaient jusqu'aux larmes. Tout en observant la scène, Omar ne put s'empêcher de songer. Si je n'y prends pas garde, je serai un jour cette loque. Ce n'est pas tant l'ivrognerie qu'il craint, il sait qu'il ne s'y abandonnera pas. Le vin et lui ont appris à se respecter. Jamais l'un d'eux ne répandrait l'autre sur le sol. Ce qu'il redoutait plus que tout, c'est la multitude, et qu'elle abatte en lui le mur de la respectabilité. Il se sentait menacé par le spectacle de cet homme déchu, envahi, et il voudrait se détourner, s'éloigner. Mais il sait qu'il n'abandonnera pas à la foule un compagnon d'Avicenne. Il fait 3 lampas, dignes, affecte l'air le plus détaché pour dire d'une voix ferme accompagnée d'un geste souverain « Laissez partir cet infortuné !» Le meneur de la bande est alors penché sur Jaber. Il se redresse, vient se planter lourdement devant l'intrus. Une profonde balafre lui traverse la barbe, de l'oreille droite jusqu'au bout du menton. Et c'est ce côté-là, ce côté creusé, qu'il tend vers son interlocuteur en prononçant comme une sentence. Cet homme est un évreuil, un mécréant, un philosophe. Il a sifflé ce dernier mot comme une imprécation. Nous ne voulons plus aucun philosophe à Samarcande.
Un murmure d'approbation dans la foule. Pour ces gens, le terme de philosophe désigne toute personne qui s'intéresse de trop près aux sciences profanes des Grecs et plus généralement à tout ce qui n'est pas religion ou littérature. Malgré son jeune âge, Omar Khayyam est déjà un éminent philosophe. Un bien plus gros gibier que ce malheureux Jaber. Assurément, le balafré ne l'a pas reconnu puisqu'il se détourne de lui, se penche à nouveau sur le vieillard, désormais muet, le saisit par les cheveux, lui secoue la tête 3-4 fois, fait mine de vouloir la fracasser contre le mur le plus proche, puis lâche subitement prise. Quoique brutal, le geste demeure retenu, comme si l'homme, tout en montrant sa détermination, hésitait à aller jusqu'à l'homicide. Khayyam choisit ce moment pour s'entremettre à nouveau. « Laisse donc ce vieillard, c'est un veuf, un malade, un aliéné, ne vois-tu pas qu'il peut à peine remuer les lèvres ?» Le meneur se relève d'un bond, s'avance vers Khayyam et lui pointe le doigt jusque dans la barbe. « Toi, qui sembles si bien le connaître, qui es-tu donc ? Tu n'es pas de Samarcande, personne ne t'a jamais vu dans cette ville. » Et Omar écarte la main de son interlocuteur avec condescendance, mais sans brusquerie, pour le tenir en respect, sans lui fournir le prétexte d'une bagarre. L'homme recule d'un pas mais insiste. « Quel est ton nom, étranger ?» Et Khayyam hésite à se livrer, cherche un subterfuge, lève les yeux au ciel où un nuage léger vient de voiler le croissant de lune. Un silence, un soupir, s'oublier dans la contemplation, nommer une à une les étoiles, être loin, à l'abri des foules. Déjà, la bande l'entoure, quelques mains le frottent et il se ressaisit. « Je suis Omar, fils d'Abrahim de Nishapur. Et toi, qui es-tu » Question de pure forme, l'homme n'a nullement l'intention de se présenter. Il est dans sa ville et c'est lui l'inquisiteur. Et plus tard, Omar connaîtra son surnom. On l'appelle l'étudiant balafré. Un gourdin à la main, une citation à la bouche, demain il fera trembler Samarcande. Pour l'heure, son influence ne s'exerce pas au-delà de ces jeunes qui l'entourent, attentifs au moindre mot de lui, au moindre signe. Dans ses yeux, une lueur soudaine. Il se retourne vers ses acolytes. Puis, triomphalement, vers la foule, il s'écrie « Par Dieu, comment ai-je pu ne pas reconnaître Omar, fils d'Ibrahim Khayyam de Nishapur, Omar, l'étoile de Khorasan, le génie de la Perse et des deux Irak, le prince des philosophes. » Il mime une profonde courbette, fait voltiger ses doigts des deux côtés de son turban, s'attirant immanquablement les gros rires des badauds. Comment ai-je pu ne pas reconnaître celui qui a composé ce robaille si plein de piété et de dévotion? Tu viens briser ma cruche de vin, Seigneur. Tu m'as barré la route du plaisir, Seigneur. Sur le sol, tu as répandu mon vin grenat. Dieu me pardonne. Serais-tu ivre, Seigneur? Khayyam, indigné, inquiet, une telle provocation est un appel au meurtre sur le champ. Et sans perdre une seconde, il lance sa réponse à voix haute et claire afin qu'aucune personne dans la foule ne se laisse abuser. Ce quatrain, je l'entends de ta bouche pour la première fois, inconnu. Mais voici un robaille que j'ai réellement composé. Rien, ils ne savent rien, ne veulent rien savoir. Vois-tu, ces ignorants, ils dominent le monde. Et si tu n'es pas des leurs, ils t'appellent incroyant. Néglige-les, Khayyam. Suis ton propre chemin. Omar a sans doute eu tort d'accompagner son vois-tu d'un geste méprisant en direction de ses adversaires. Des mains se tendent, le tirent par la robe qui commence à se déchirer, il chancelle. Son dos heurte un genou, puis le plat d'une dalle. Écrasé sous la meute, il ne daigne pas se débattre. Il est résigné à laisser dépecer son habit et mettre son corps en lambeaux. Il s'abandonne, déjà au molle engourdissement de la victime immolée. Il ne sent rien, il n'entend rien, il est enfermé en lui-même, muraille au nu et portail clos. Et il contemple, comme des intrus, les 10 hommes armés qui viennent interrompre le sacrifice. Ils arborent sur leur bonnet de feutre l'insigne vert pâle des Ahadat, la milice urbaine de Samarcande. Et dès qu'ils les ont vus, les agresseurs se sont écartés de Khayyam. Mais pour justifier leur conduite, ils se sont mis à hurler, prenant la foule à témoin. « Alchimiste, alchimiste !» Aux yeux des autorités, être philosophe n'est pas un crime. Pratiquer l'alchimie est passible de mort.
L'alchimiste, cet étranger, est un alchimiste. Mais le chef de patrouille n'a pas l'intention d'argumenter. Si cet homme est réellement un alchimiste, décide-t-il, c'est au grand juge Abou Taher qu'il convient de le conduire. Et tandis que Jaber le Long, oublié de tous, rampe vers la taverne la plus proche et s'y faufile, se promettant de ne plus jamais s'aventurer au dehors, Omar parvient à se relever sans le secours de quiconque. Il marche droit, en silence, sa moue hautaine couvre comme d'un voile pudique ses vêtements en pièces et son visage en sang. Devant lui, des miliciens munis de torches ouvrent le passage. Derrière lui viennent ses agresseurs, puis le cortège des badauds. Omar ne les voit pas, ne les entend pas. Pour lui, les rues sont désertes, la terre est sans bruit, le ciel est sans nuages et Samarcande est toujours ce lieu de rêve qu'il a découvert quelques jours plus tôt. Il y est arrivé après 3 semaines de route et sans prendre le moindre repos, a décidé de suivre au geste près les conseils des voyageurs des temps passés. Montez, invite-t-il sur la terrasse de Kurhandis, la vieille citadelle. Promenez amplement votre regard, vous ne rencontrerez qu'eau et verdure, carrés fleuris et cyprès taillés par les plus subtils des jardiniers, en forme de bœuf, d'éléphants, de chameaux baraqués, de panthères qui s'affrontent et semblent prêtes à bondir. En effet, à l'intérieur même de l'enceinte de la porte du monastère, à l'ouest, jusqu'à la porte de la Chine, Omar n'a vu que vergers denses et ruisseaux vifs. Puis ça et là, l'élancement d'un minaret de briques, une coupole ciselée d'ombre, la blancheur d'un mur de belvédère. Et au bord d'une mare, couvée par les saules pleureurs, une baigneuse nue qui étalait sa chevelure au vent brûlant. N'est-ce pas cette vision de paradis qu'a voulu évoquer le peintre anonyme qui, bien plus tard, a entrepris d'illustrer le manuscrit des Robayas? N'est-ce pas celle-ci encore qu'Omar garde à l'esprit, tandis qu'on le mène vers le quartier d'Asfizar où réside Abou Taher, le cadi des cadis de Samarcande? En lui-même, il ne cesse de répéter « Je ne haïrai pas cette ville, même si ma baigneuse n'est qu'un mirage, même si la réalité a le visage du balafré, et même si cette nuit fraîche devait être pour moi la dernière. » Je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. Petite lecture, je vais me remettre à lire à voix haute. Mais voilà, c'est un livre magnifique que j'ai lu il y a pas mal d'années de ça. Et c'est sublime. Et la qualité de l'écriture est incroyable. Et l'univers qui est décrit, notamment la relation entre Omar Hayman et la secte et le chef de la secte des Hachachines, des assassins, c'est extraordinaire. Donc j'adore ce livre parce que ça donne une fenêtre ouverte vers une époque, un Moyen-Âge perse, et c'est fascinant. Le niveau de comment le raffinement et l'animalité peuvent coexister à une même époque, à un même endroit. Voilà. Merci, à bientôt. Salut.